Un millionnaire a méprisé une serveuse parce qu'elle était pauvre. Sortez d'ici avant que votre pauvreté ne me contamine. 5 ans plus tard, il est resté paralysé en la voyant dans un restaurant de luxe. Le restaurant Le Château débordait d'activité en cette soirée parisienne, les lustres scintillaient au plafond, projetant une lumière tamisée sur les tables élégamment dressées, où des couverts en argent côtoyaient des verres de cristal remplis de vins millésimés. L'atmosphère était feutrée, exclusive, réservée aux élites de la ville qui se prélassaient dans un luxe déconcertant. Parmi les serveurs en uniforme noir et blanc, Anaïs Morel se déplaçait avec aisance, équilibrant un plateau chargé de plats délicats. Son visage affichait une expression neutre, mais son cœur battait plus vite que d'ordinaire. La fatigue accumulée par ses longues heures de travail pesait sur ses épaules, mais elle ne se laissait pas distraire. Ce travail était vital. Elle devait payer les soins de sa mère malade et financer les études de son jeune frère. Elle jeta un rapide coup d'œil vers la table située au centre de la salle. La plus prestigieuse de toutes, Marc Moreau, le nom résonnait dans sa tête comme une mise en garde. Il était l'un des hommes les plus puissants de Paris, héritier d'un empire financier, habitué aux soirées mondaines et aux regards admiratifs. Son costume sur mesure, sa montre de luxe et son sourire arrogant étaient autant de rappels de son statut. Autour de lui, une poignée d'hommes et de femmes riches, riant bruyamment à ses plaisanteries. Anaïs n'aimait pas servir ce type de client. Elle savait qu'elle n'existait pas à leurs yeux, autrement que comme une silhouette interchangeable, une simple fonction. Pourtant, ce soir-là, elle n'avait pas le choix. Elle prit une inspiration et s'avança vers leur table. « Bonsoir, messieurs, dames. Voici vos entrées. » D'un geste précis, elle déposa les assiettes avec un soin professionnel. Pourtant, alors qu'elle tendait un plat devant Marc, celui-ci recula brusquement sa chaise, lui lançant un regard de profond dégoût. Un silence s'installa. Les conversations cessèrent à la table. Les autres clients commencèrent à jeter des coups d'œil curieux. Marc la regarda de haut en bas avec une moue méprisante, comme si elle était une erreur de décoration dans ce décor parfait. « Ne t'approche pas de moi. » Sa voix était glaciale. Tranchante comme une lame de rasoir, Anaïs sentit son souffle se bloquer, interdite, incapable de comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Marc haussa un sourcil, comme si sa simple présence était une offense. « Tu pues la pauvreté. » Le monde sembla s'arrêter. Les mots résonnèrent dans la salle comme une sentence irrévocable. Autour d'eux, des murmures s'élevèrent, certains clients échangeant des regards amusés, d'autres gênés par la brutalité de la scène. Anaïs sentit le rouge lui monter aux joues. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Marc se tourna vers ses amis et lança avec un sourire moqueur « C'est incroyable qu'on embauche ce genre de gens ici. » À croire qu'on a abaissé les standards, un rire éclata autour de la table. Anaïs, figée, sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle ne pouvait pas pleurer. Pas ici. Elle fit un pas en arrière, cherchant une échappatoire, mais elle croisa alors le regard de son directeur, qui l'observait depuis le bar. Son expression était dure, fermée. Elle savait déjà ce qui allait se passer. 10 minutes plus tard, dans l'arrière-salle du restaurant, Anaïs se tenait face à son directeur, le souffle court, les mains tremblantes. « Tu as osé mettre mal à l'aise l'un de nos clients les plus importants, » cracha-t-il. « Je n'ai rien fait, » s'exclama-t-elle. « C'est lui qui... »« Ça suffit, » coupa-t-il sèchement. « Monsieur Moreau ne veut plus te voir ici. » Elle secoua la tête, incrédule. « Vous allez me virer pour ça ?» Le directeur ne répondit pas tout de suite. Il croisa les bras, puis déclara d'une voix froide. « Oui, un coup de massue. » Anaïs sentit son cœur se serrer. Elle voulait protester, supplier même, mais elle savait que ce serait inutile. Elle retira son tablier, les doigts tremblants, et le posa sur le comptoir, sans un mot de plus. Elle tourna les talons et sortit du restaurant. La nuit était fraîche. Les rues pavées de Paris s'étendaient devant elle, éclairées par la lumière tremblante des réverbères. Anaïs marcha sans but, le regard vide. « Tu pues la pauvreté ». Ces mots lui revenaient en boucle, s'enfonçant dans sa peau comme des aiguilles. Un frisson parcourut son échine. Mais cette fois, ce n'était pas le froid. C'était autre chose, de la colère, un feu brûlant dans sa poitrine, une rage sourde qu'elle ne connaissait pas. Elle s'arrêta et leva la tête vers le ciel étoilé. Elle pensa à sa mère, alitée, luttant contre la maladie, à son frère, brillant, méritant un avenir meilleur,
Elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Elle inspira profondément et serra les poings. Plus jamais, elle ne se laisserait traiter ainsi. Plus jamais, elle ne laisserait quelqu'un piétiner sa dignité. Elle allait se relever. Elle allait prouver qu'elle valait bien plus que ce qu'il croyait. Et un jour, Marc Moreau verrait à quel point il avait eu tort. L'aube parisienne se leva sur une ville qui ne dormait jamais vraiment. Le froid mordant du petit matin s'accrochait aux pavés humides, tandis qu'Anaïs marchait dans les rues encore désertes. Ses pas résonnaient faiblement entre les façades haussmanniennes. Mais son esprit était ailleurs. Elle n'avait pas dormi. Pas une seule seconde, après avoir quitté le château, elle était rentrée chez elle à pied, incapable de supporter le silence pesant du métro. L'humiliation de la veille la hantait encore. « Tu pues la pauvreté ». Ces mots tournaient en boucle dans sa tête. Elle les entendait résonner, comme si Marc Moreau les lui murmurait encore à l'oreille. Mais cette fois, quelque chose avait changé en elle. Ce n'était plus seulement de la douleur. C'était une détermination froide, brûlante, inébranlable. Elle passa la porte de son appartement exigu, un simple studio niché au 6e étage d'un immeuble vieillissant. La peinture s'écaillait sur les murs. L'odeur du café rance flottait dans l'air. Et pourtant, c'était chez elle, là où elle pouvait être elle-même. Sa mère dormait encore, paisiblement, dans le lit qu'Anaïs lui avait cédé. Ses cheveux gris étaient éparpillés sur l'oreiller, et son souffle régulier était la seule chose qui apaisait le cœur de sa fille. Anaïs retira doucement son manteau, essayant de ne pas faire de bruit, mais à peine avait-elle posé son sac que la voix fatiguée de sa mère brisa le silence. « Tu rentres seulement maintenant. » Anaïs ferma les yeux. « Oui, maman. Désolée. J'ai fini tard. » Un mensonge. Elle ne voulait pas l'inquiéter. « Tu travailles trop, ma chérie. » Un sourire triste se dessina sur les lèvres d'Anaïs. « Je fais ce qu'il faut. » Elle savait que sa mère se doutait de quelque chose, mais elles avaient un accord tacite, ne jamais parler des problèmes qui pourraient alourdir le fardeau de l'autre. Elle prépara un café rapide et s'assit à la petite table de la cuisine. Son regard perdu dans les volutes de vapeur qui s'échappèrent de sa tasse, elle devait prendre une décision. Pleurer sur son sort ne l'aiderait pas à payer les factures. Se lamenter ne ferait pas disparaître la maladie de sa mère. Elle devait trouver un autre travail. Rapidement, les jours suivants furent une succession d'échecs. Anaïs écuma les annonces, se présenta dans des dizaines de restaurants, envoya des CV par dizaines, mais rien. Paris n'était pas tendre avec ceux qui tombaient. « Désolé, nous avons déjà une équipe complète. Votre profil ne correspond pas à nos attentes. Vous avez été licencié de Le Château. Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas prendre le risque. » Toujours la même rengaine, toujours ce mur invisible qui la repoussait. Le monde de la restauration de luxe était un cercle fermé, et elle en avait été expulsée sans ménagement. Elle aurait pu accepter un emploi dans un café bas de gamme, un fast-food, n'importe quoi pour survivre. Mais quelque chose en elle refusait. Elle voulait plus. Elle voulait se prouver qu'elle valait mieux que l'image misérable que Marc Moreau avait projetée d'elle. Alors, au lieu de chercher un autre patron, elle décida d'être son propre patron. L'idée lui était venue tard. Une nuit où elle comptait ses économies sur la table de la cuisine, ce n'était pas grand-chose, mais c'était assez pour commencer. Elle trouva une petite échoppe en périphérie de Paris, un modeste local à louer qui avait autrefois servi de boulangerie. La peinture défraîchie sur les murs et l'enseigne poussiéreuse ne l'effrayèrent pas. Elle voyait déjà ce que cet endroit pouvait devenir. Un lieu chaleureux. Un espace où elle pourrait offrir bien plus que des plats. Une expérience. Une invitation au voyage à travers les saveurs d'antan. Elle pensa à sa grand-mère, à ses recettes transmises de génération en génération, aux parfums envoûtants qui embaumaient la cuisine de son enfance. Là, dans ce petit espace oublié par le temps, elle poserait la première pierre de son avenir. Elle travaillerait jour et nuit s'il le fallait. Elle prouverait à tous qu'elle n'était pas une fille insignifiante, une serveuse de bas étage bonne à être méprisée. Elle allait devenir quelque chose que Marc Moreau ne pourrait jamais lui enlever. Une femme accomplie. Les premiers mois furent terribles. Anaïs travaillait sans relâche, cuisinant elle-même, servant les clients, faisant la comptabilité la nuit. Chaque sou était compté. Certains jours, elle n'avait que quelques clients. D'autres, elle terminait la journée en pleurant, se demandant si elle avait fait une erreur. Mais elle s'accrochait, petit à petit. Le bouche à oreille fonctionna. Les gens venaient goûter ses tartes faites maison, ses plats inspirés des recettes familiales.
Il revenait, enchanté par l'authenticité de son travail. Puis, un journaliste gastronomique remarqua son échoppe et écrivit un article élogieux. C'était le déclic. Du jour au lendemain, son modeste café devint un lieu prisé. Les clients affluaient, séduits par la simplicité et l'amour qu'elle mettait dans chaque assiette. Saveur d'antan était née. Un soir, après une longue journée de service, Anaïs ferma la boutique et s'autorisa un instant de répit. Elle se tenait devant la vitrine, contemplant l'enseigne illuminée. Elle pensa à ce qu'elle avait accompli, 1 an plus tôt. Elle était une serveuse humiliée, mise à la porte comme un déchet. Aujourd'hui, elle était propriétaire de son propre établissement. Elle n'avait pas oublié Marc Moreau. Elle savait qu'un jour, leurs chemins se croiseraient à nouveau. Mais ce jour-là, ce ne serait plus elle qui serait à ses pieds. Non, ce jour-là, elle serait au sommet. Et lui serait au plus bas. Le matin se levait doucement sur Paris, baignant les rues pavées d'une lumière dorée. Les premiers clients de Saveur d'antan franchissaient déjà la porte. Attirée par l'odeur du café fraîchement moulu et des viennoiseries dorées qui s'alignaient derrière la vitrine, Anaïs Morel, désormais propriétaire et chef de son propre établissement, accueillait chaque visiteur avec un sourire sincère, même si la fatigue tirait ses traits depuis l'ouverture de son café-restaurant. Les journées étaient longues, souvent harassantes. Elle était serveuse, cuisinière, comptable et gérante à la fois. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait plus une simple employée qu'on pouvait congédier au moindre caprice. Ici, elle était chez elle. Elle servit un cappuccino à un couple installé en terrasse. Notant avec satisfaction la façon dont il dégustait lentement chaque gorgée, savourant l'instant, c'était exactement ce qu'elle voulait créer. Un lieu où chaque client se sentait comme chez lui, loin de la froideur des grands restaurants prétentieux, alors qu'elle s'affairait derrière le comptoir. Elle sentit une main légère se poser sur son bras. « Ma chérie, tu devrais te reposer un peu. » Sa mère, vêtue d'un pull doux et d'un pantalon confortable, se tenait à ses côtés, le regard empli de tendresse et d'inquiétude. « Maman, je vais bien. Ne t'en fais pas, » répondit Anaïs avec un sourire. « Tu travailles trop. Tu es là du matin au soir, sans pause. » Anaïs détourna le regard. Oui, elle savait qu'elle s'épuisait, mais pouvait-elle vraiment ralentir? Elle s'accroupit près de sa mère, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Tout ce que je fais, c'est pour nous, maman, pour toi, pour Clément, pour que plus jamais nous n'ayons à compter sur la pitié des autres. » Sa mère soupira et caressa sa joue. « Je suis si fière de toi, mais promets-moi de prendre soin de toi aussi. L'ambition est une belle chose, mais elle ne doit pas te voler ta vie. » Anaïs acquiesça, même si elle savait qu'elle n'en ferait qu'à sa tête. Les semaines passèrent, et la réputation de Saveur d'antan grandit encore. Un soir, alors qu'elle comptabilisait les ventes de la journée, un jeune homme entra dans le café. Il portait une veste usée mais propre, et avait ce regard pétillant d'intelligence qui lui rappelait quelqu'un. « Clément !» s'exclama-t-elle en reconnaissant son frère. « Salut, grande sœur. Je passais dans le quartier. Je me suis dit que j'allais te voir. » Anaïs s'approcha et l'enlaça avec chaleur. « Tu es censé être en cours. J'ai eu un trou dans mon emploi du temps. » Elle le dévisagea, cherchant à s'assurer qu'il ne lui mentait pas. Clément était son plus grand souci. Elle voulait qu'il réussisse, qu'il ne vive jamais ce qu'elle avait vécu. « Mais tu travailles trop, » déclara-t-il en s'asseyant sur un tabouret. « Tu es toujours ici? Tu ne sors jamais. Tu sais qu'il existe un monde dehors, hein ?» Elle leva les yeux au ciel. « J'entends déjà maman me faire la leçon. Pas toi aussi. On s'inquiète, c'est tout. Et moi, je veux juste que tu réussisses, juste. C'est mon seul but. » Il lui sourit, et elle sentit son cœur se serrer. Son petit frère était devenu un jeune homme, et elle n'avait pas vu le temps passer. « Tu vas y arriver, Anaïs. Regarde tout ce que tu as construit. Ce n'est que le début. » Elle voulait le croire. 1 an plus tard, Saveur d'antan n'était plus un simple café de quartier. Grâce à des critiques élogieuses et au bouche à oreille, l'établissement avait attiré une clientèle fidèle. Les journaux parlèrent de cette jeune femme qui, sans formation culinaire officielle, avait su créer un restaurant où chaque plat était une ode aux saveurs d'autrefois. Mais ce succès ne suffisait pas. Anaïs voyait plus grand. Elle voulait ouvrir un second établissement, un véritable restaurant gastronomique. Elle rêvait d'un lieu raffiné, où elle pourrait enfin montrer l'étendue de son talent. Elle passa des mois à chercher l'endroit idéal,
à économiser chaque centime, à planifier, puis, un jour, elle trouva enfin un vieux bistrot en plein centre de Paris, laissé à l'abandon, avec de hauts plafonds et un cachet indéniable. Ce serait ici, avec toutes ses économies et un prêt bancaire obtenu grâce à son excellente gestion, elle racheta le local et entreprit des rénovations. Elle décida de lui donner un nom qui porterait sa signature. Maison Anaïs, un restaurant élégant, intime, où la cuisine serait une expérience, une invitation à découvrir son univers. L'ouverture fut un événement. Journalistes, influenceurs, critiques gastronomiques, tous étaient là pour découvrir le projet ambitieux de cette femme qui, quelques années plus tôt, n'était qu'une simple serveuse. Le succès fut immédiat. Les réservations s'accumulèrent. Les clients affluent. Anaïs était devenue une femme d'affaires accomplie. Un soir, après une longue journée de service, elle s'autorisa un instant de répit. Elle se tenait devant la vitrine de Maison Anaïs, les bras croisés. Contemplant l'enseigne illuminée qui portait son prénom, son regard se perdit un instant dans les lumières de la ville. Elle pensa à ce chemin parcouru. Elle se souvint du froid de cette nuit où elle avait quitté le château, humiliée, anéantie. Elle se rappela de chaque refus, de chaque porte qui s'était fermée devant elle. Mais surtout, elle pensa à Marc Moreau, l'homme qui l'avait méprisée, celui qui avait cru qu'elle n'était rien. Un jour, elle le recroiserait. Elle en était certaine. Mais ce jour-là, ce serait lui qui baisserait les yeux. Elle inspira profondément, puis poussa la porte de son restaurant. Elle avait encore tant à accomplir. Et ce n'était que le début. Paris brillait sous un ciel d'un bleu limpide, et les rues animées résonnaient des conversations entre passants pressés, des klaxons des taxis, et des rires échappés des terrasses de café, dans le prestigieux quartier du Marais. Un lieu en particulier attirait les regards. Maison Anaïs, devenue en l'espace de quelques années une adresse incontournable pour les amateurs de gastronomie, derrière ses grandes baies vitrées, l'intérieur du restaurant dévoilait un décor sobre et élégant, où le bois brut et les touches dorées se mariaient parfaitement à l'éclairage tamisé. Les tables soigneusement dressées accueillaient chaque soir une clientèle fidèle, composée d'artistes, d'hommes d'affaires et de critiques gastronomiques conquis par l'authenticité de la cuisine d'Anaïs Morel. Anaïs était enfin arrivée là où elle voulait être, derrière les fourneaux. Elle orchestrait chaque service avec une précision sans faille, goûtant, ajustant, corrigeant, s'assurant que chaque assiette envoyée reflétait son exigence et son amour du métier. Elle n'était plus la jeune femme hésitante d'autrefois. Elle était une chef respectée, une femme d'affaires accomplie, une référence, mais alors qu'elle consolidait son empire culinaire. Marc Moreau, lui, voyait le sien s'effondrer, à quelques kilomètres de là, dans un bureau luxueux situé au sommet d'un gratte-ciel. Marc s'effondra sur son fauteuil en cuir, les mains crispées sur son visage. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, en face de lui. Son avocat évitait soigneusement de croiser son regard. « Je suis désolé, Marc, mais c'est terminé. » Marc releva la tête, son regard vide fixé sur le dossier posé sur le bureau. Liquidation totale. Ces mots, imprimés en lettres grasses sur le papier officiel, résonnaient comme un coup de marteau. Tout était perdu. Sa société, qu'il avait dirigée avec assurance pendant des années, venait de s'effondrer sous le poids des dettes. Ses investissements s'étaient avérés désastreux, et la trahison de son soi-disant meilleur ami et associé, Grégoire Lemoine, avait porté le coup de grâce. Grégoire m'a volé, il m'a laissé tomber. Son avocat ne répondit pas. Il a vidé les comptes, détourné des fonds, et personne n'a rien vu venir. Toujours aucun mot. Marc se leva brusquement, frappant du poing contre le bureau. Tout ce que j'avais, tout ce que j'ai construit, comment ai-je pu laisser ça arriver? Il sentait la panique monter en lui, une sensation qu'il ne connaissait pas. Il avait toujours eu le contrôle, il avait toujours eu de l'argent, du pouvoir, mais maintenant, il ne lui restait plus rien. Dans les semaines qui suivirent, Marc tomba de son piédestal avec une violence inouïe. Les journaux s'emparèrent de sa chute avec délectation, détaillant chaque erreur, chaque scandale financier. Ses anciens amis, ceux qui le suivaient dans les soirées mondaines, se détournèrent de lui avec une rapidité cruelle. Ses comptes bancaires furent gelés, son appartement de luxe fut saisi, ses voitures, vendues aux enchères. Lui, qui n'avait jamais connu la privation, découvrait ce que cela signifiait de ne plus être personne.
Ses journées étaient rythmées par des appels humiliants à des contacts qui, autrefois, se pressaient pour lui plaire. Désormais, on lui raccrochait au nez. Un soir, assis sur un banc dans un parc, il réalisa l'ironie de la situation. Il était devenu ce qu'il méprisait autrefois. Un homme sans argent, sans statut, un homme que plus personne ne regardait. Après plusieurs semaines à errer entre les bureaux d'anciens partenaires et d'amis influents sans obtenir la moindre opportunité, il dut se rendre à l'évidence. Il devait trouver un travail, n'importe lequel. Son nom était devenu un poids. Un fardeau que personne ne voulait porter. Il était fini dans le monde des affaires. Puis, un jour, alors qu'il feuilletait des annonces dans un café bon marché, son regard s'arrêta sur une offre. Recherchons serveur motivé et rigoureux pour un établissement gastronomique, expérience appréciée, mais non obligatoire. Un serveur, jamais, pas même dans ses cauchemars les plus fous, il n'aurait imaginé devoir se rabaisser à ce point. Mais il n'avait plus de choix. Son estomac était vide, son compte en banque presque à sec, alors il prit une profonde inspiration et tapa le numéro indiqué, le jour de son entretien. Il était nerveux. Lui qui autrefois passait des accords de plusieurs millions d'euros, se retrouvait à chercher un simple emploi de serveur. Il passa une chemise propre, mais usée. Il n'avait plus de vêtements de luxe. Il arriva au restaurant un peu en avance, s'arrêtant devant la façade illuminée. Les lettres élégantes de l'enseigne lui sautèrent aux yeux. Maison Anaïs. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce nom, quelque chose lui disait qu'il l'avait déjà entendu quelque part. Il secoua la tête. Peu importait. Ce n'était qu'un nom parmi d'autres. Il inspira profondément et poussa la porte. À l'intérieur, l'atmosphère était raffinée sans être oppressante. Les serveurs, vêtus de noir et blanc, se déplaçaient avec fluidité, déposant des assiettes aux présentations exquises sur les tables élégamment dressées. Il s'approcha du comptoir, où un homme au regard sévère l'attendait. « Vous êtes ici pour l'entretien ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Marc hocha la tête, déglutissant difficilement. « Oui, votre nom. » Marc Moreau. L'homme le regarda quelques secondes, mais ne fit aucun commentaire. « Très bien, suivez-moi. La propriétaire vous attend. » Marc suivit l'homme dans un couloir menant à l'arrière du restaurant. Son cœur battait fort. Il ne savait pas pourquoi, mais un pressentiment grandissait en lui, comme si quelque chose d'énorme était sur le point d'arriver. Puis, la porte s'ouvrit sur un bureau spacieux. Une femme était assise derrière un grand bureau en bois, examinant un dossier. Lorsqu'elle releva les yeux et croisa son regard, Marc sentit son sang se glacer. Son souffle se coupa. C'était Anaïs, la femme qu'il avait humiliée 9 ans plus tôt, la femme à qui il avait dit qu'elle puait la pauvreté. Elle le fixa un instant, un sourire imperceptible aux lèvres. « Marc Moreau », murmura-t-elle. Quelle surprise! Marc resta figé. Le destin venait de lui tendre un miroir, et il n'était pas certain d'aimer ce qu'il y voyait. Le silence pesait lourdement dans le bureau spacieux de Maison Anaïs. Marc Moreau, autrefois au sommet du monde, se tenait debout face à Anaïs Morel, la femme qu'il avait méprisée 9 ans plus tôt. Mais aujourd'hui, les rôles étaient inversés. Il n'était plus cet homme arrogant, riche et intouchable. Il était un homme ruiné, brisé, obligé de chercher du travail comme simple serveur. Anaïs, quant à elle, était méconnaissable. Elle n'était plus cette jeune femme timide et effacée qu'il avait humiliée sans un remords. Non, elle était devenue une femme forte, assurée, et surtout, elle était en position de force. Elle le regardait, impassible. Marc sentait son cœur battre dans sa poitrine, son souffle court, comme un boxeur sonné après un coup qu'il n'avait pas vu venir. « Alors, tu cherches un emploi ?» demanda-t-elle d'une voix calme, presque amusée. Le ton était poli, mais il percevait une pointe d'ironie sous ses mots. Il ravala sa salive, sentant une gêne l'envahir. « Oui. » Anaïs croisa les bras, l'observant attentivement. Elle le testait, il le savait pendant un instant. Il envisagea de tourner les talons, de s'enfuir d'ici et de chercher un autre endroit, un autre poste. Mais il n'avait pas d'autre choix. Il inspira profondément et serra les poings. « Je suis prêt à travailler dur. » Elle haussa légèrement un sourcil. « Travailler dur. » Elle se leva lentement de son fauteuil, s'approcha de lui, et Marc put enfin voir toute la détermination dans ses yeux. « Sais-tu ce que signifie vraiment travailler dur, Marc ?» Il ne répondit pas. « Parce que moi, je le sais, » continua-t-elle. « J'ai travaillé de l'aube jusqu'à la nuit tombée, sans repos, sans vacances,
En jonglant entre plusieurs emplois pour survivre, j'ai essuyé des refus, des humiliations, mais jamais, jamais je n'ai baissé les bras. Elle le fixa intensément. « Dis-moi, Marc, penses-tu vraiment être capable de supporter ça ?» Un long silence s'installa. Marc savait que c'était un défi. Elle voulait voir jusqu'où il était prêt à aller. Et lui, était-il vraiment prêt, tout en lui hurlait de refuser, de partir avec ce qui lui restait de fierté? Mais quelle fierté lui restait-il encore? Il serra les dents et répondit « Oui ». Anaïs ne répondit pas tout de suite. Elle le scrutait, cherchant à déceler un mensonge ou une hésitation, puis, après quelques secondes qui lui semblèrent une éternité, elle esquissa un léger sourire. « D'accord. » Elle retourna s'asseoir derrière son bureau, attrapa un stylo et griffonna quelque chose sur un papier. « Tu commences demain. 7 heures tapante. Si tu es en retard, ne viens même pas. » Marc sentit un poids quitter ses épaules. « Merci. » Il tourna les talons, prêt à sortir du bureau. Mais avant qu'il n'atteigne la porte, Anaïs ajouta d'une voix posée « Ah, et une dernière chose, Marc. » Il s'arrêta, se retourna lentement, son regard croisa celui d'Anaïs, et il y vit cette lueur déterminée, presque féline. Bienvenue dans le monde réel. Le lendemain matin, Marc se présenta devant le restaurant à 6h50. Il était nerveux. Lui qui, autrefois, déjeunait dans les restaurants les plus chers de Paris, se retrouvait maintenant de l'autre côté. Il inspira profondément et poussa la porte. À l'intérieur, tout était déjà en effervescence. Les cuisiniers s'affairaient en cuisine, les serveurs préparaient la salle. Alignant verres et couverts avec précision, il chercha Anaïs du regard. Mais ce fut un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et à l'allure sévère, qui s'approcha de lui. « Toi, c'est le nouveau. » Marc hocha la tête. « Marc Moreau. » L'homme l'observa avec un regard perçant. « Jean-Paul. »« Maître d'hôtel, je dirige l'équipe ici. » Il lui tendit un tablier noir. « Mets ça et suis-moi. » Marc obéit sans discuter. Il avait passé des années à donner des ordres. Aujourd'hui, il devait les exécuter. Jean-Paul l'emmena dans la salle et lui expliqua les bases. Comment prendre les commandes, comment s'adresser aux clients, où se tenir les couverts de rechange. « Tu suis Moreau » lança-t-il d'un ton sec. « Oui, bien parce qu'ici on n'a pas de place pour les fainéants. » Marc serra les poings, mais se contint. Il devait tenir bon. Le premier service fut un enfer. Il se trompa 3 fois sur les commandes. Faillit faire tomber un plateau de verre et oublia d'apporter du pain à une table importante. Chaque erreur attirait le regard sévère de Jean-Paul. « T'as jamais travaillé de tes mains, hein, Moreau ?» lui lança-t-il alors qu'il revenait en cuisine, essuyant son front en sueur. Marc ne répondit pas. Il savait que c'était vrai. Toute sa vie, il avait regardé les autres travailler pour lui. Maintenant, c'était lui l'ouvrier invisible, l'employé sans importance. Il jeta un regard vers l'entrée du restaurant et vit Anaïs, élégamment habillée, saluer des clients importants. Elle souriait, s'exprimait avec aisance. Elle était à sa place. Et lui, il n'était plus qu'un serveur parmi d'autres. Lorsque la journée se termina enfin, il se laissa tomber sur une chaise dans les vestiaires. Ses bras étaient lourds, ses jambes douloureuses. Il n'avait jamais autant travaillé physiquement. Il inspira profondément, ferma les yeux un instant, puis il entendit une voix derrière lui. « Alors, Moreau, toujours aussi sûr que tu peux supporter ça ?» Il releva la tête. Anaïs le regardait, un sourire en coin. « J'ai survécu », répondit-il simplement. Elle le regarda quelques secondes, puis hocha la tête. « Alors reviens demain. » Elle tourna les talons et quitta les vestiaires. Marc resta assis un moment, repassant cette journée en boucle dans son esprit. Il était au plus bas, mais au fond de lui, il sentait une étrange lueur d'espoir. Il n'avait plus rien, mais peut-être que c'était là sa chance de tout recommencer. Marc se réveilla avec une douleur lancinante dans le dos. Il avait mal partout, aux jambes, aux bras, aux épaules. Chaque muscle de son corps protestait contre l'effort inhabituel. Il n'avait jamais ressenti une telle fatigue. C'était comme si, du jour au lendemain, son corps découvrait ce que signifiait le travail physique. Il jeta un coup d'œil à l'horloge sur le mur de sa petite chambre délabrée. 5h30 du matin, il soupira et se força à se lever. Il ne pouvait pas se permettre d'être en retard, en enfilant son uniforme noir et blanc. Il se regarda un instant dans le miroir fissuré accroché au mur. Il avait l'air exténué. Autrefois,
Il se réveillait dans un lit king size, entouré de draps de coton égyptien. Il prenait son petit déjeuner sur une terrasse avec vue sur la Seine. Aujourd'hui, il habitait une chambre minuscule, dans un hôtel miteux, et mangeait des restes de pain rassis. Tout avait changé. Il secoua la tête, attrapa son manteau, et quitta l'endroit sans un mot. Quand il arriva à Maison Anaïs, il était exactement 6h50. Le restaurant était encore vide, mais l'odeur du café et du pain chaud flottait déjà dans l'air. Il poussa la porte et fut immédiatement accueilli par Jean-Paul, le maître d'hôtel. « T'es à l'heure ? C'est un progrès, Moreau. » Marc hocha la tête, trop fatigué pour répondre. Jean-Paul lui tendit un torchon et lui désigna la salle. « Aujourd'hui, tu t'occupes de la mise en place. Les couverts, les verres, les nappes, tout doit être impeccable. Et ne fais pas de conneries, sinon tu nettoies les toilettes jusqu'à la fermeture. » Marc serra les dents. Compris. Il se mit immédiatement au travail. Essayant de ne pas penser au fait qu'il avait autrefois des domestiques pour faire ce genre de tâches à sa place, il prit son temps pour aligner chaque assiette avec précision, polir les verres jusqu'à ce qu'ils brillent sous la lumière tamisée du restaurant. Il voulait bien faire, mais il savait que ce n'était pas suffisant pour effacer son passé. Vers 11h, les premiers employés de cuisine arrivèrent et le restaurant commença à s'animer. Anaïs fit son apparition peu après, élégante et sereine, son manteau posé négligemment sur ses épaules. Elle salua son équipe, échangea quelques mots avec Jean-Paul, puis son regard tomba sur Marc. Il sentit son estomac se nouer. Mais elle ne dit rien. Elle se contenta d'un regard rapide, presque indifférent, avant de se diriger vers les cuisines. Marc réalisa alors une chose. Elle n'avait pas besoin de l'humilier pour se venger. Sa simple réussite était une revanche suffisante. Le service du midi arriva plus vite qu'il ne l'aurait voulu. La salle se remplit rapidement, et Marc se retrouva à courir d'une table à l'autre, prenant des commandes, apportant des assiettes, remplissant des verres. Il essayait de se fondre dans le décor, d'agir comme un serveur expérimenté. Mais il faisait encore trop d'erreurs. À un moment, il trébucha légèrement et renversa une carafe d'eau sur un client. Jean-Paul accourut immédiatement. « Moreau !» siffla-t-il entre ses dents serrées. Marc baissa les yeux, mort de honte. « Désolé, désolé, c'est tout ce que t'as à dire. » Il s'attendait à une humiliation publique, mais ce ne fut pas Jean-Paul qui réagit en premier, ce fut Anaïs. Elle était là, debout près du comptoir, les bras croisés, observant la scène avec un regard impénétrable. Elle s'approcha lentement et s'adressa au client, avec cette voix calme et posée qui imposait le respect. « Nous sommes sincèrement désolés pour cet incident, monsieur. Laissez-moi vous offrir un dessert en compensation. » Le client, visiblement agacé, hocha la tête et accepta l'offre. Anaïs se tourna ensuite vers Marc. Il s'attendait à une remarque acerbe, mais elle se contenta de murmurer « Moins de précipitation, plus de concentration ». Puis elle s'éloigna, comme si l'incident n'avait jamais eu lieu. Marc resta un instant immobile. Troublé, pourquoi ne l'avait-elle pas humilié devant tout le monde? Pourquoi ne profitait-elle pas de cette situation pour se venger? Peut-être qu'elle n'en avait simplement pas besoin à la fin du service. Marc était épuisé, mais il avait survécu. Il s'assit dans l'arrière-salle, dénouant son tablier. Jean-Paul s'approcha, les bras croisés. « T'as encore beaucoup à apprendre, Moreau. » Marc hocha la tête. « Je sais. » Jean-Paul le fixa un instant, puis ajouta. « Mais au moins, t'as tenu le coup. » C'était peut-être la première fois que quelqu'un lui disait quelque chose de positif depuis sa chute. Il ne répondit pas, mais intérieurement, il sentit quelque chose changer en lui. Alors qu'il sortait du restaurant en fin de journée, il aperçut Anaïs en train de parler à un homme en costume, assis en terrasse. Elle semblait concentrée, sérieuse. Marc se demanda de quoi il s'agissait. Il s'apprêtait à partir, mais il surprit un mot qui attira son attention. Grégoire. Il se figea. Grégoire, l'homme qu'il avait trahi, volé, ruiné. Pourquoi Anaïs parlait-elle de lui? Un frisson parcourut son échine. Il n'avait jamais vraiment compris pourquoi la vie l'avait conduit jusqu'ici, mais il commençait à croire que son destin était bien plus lié à celui d'Anaïs qu'il ne l'avait imaginé. Et il était sur le point de le découvrir. Les jours s'égrenaient au rythme effréné des services à Maison Anaïs, et Marc s'efforçait tant bien que mal de s'adapter à son nouveau quotidien. Chaque matin, il se levait avant l'aube, enfilait son uniforme noir et blanc qu'il avait lavé à la main la veille, puis se présentait au restaurant avec une ponctualité irréprochable. Mais rien n'était facile.
Le travail de serveur n'était pas qu'une question de prendre des commandes et de poser des assiettes sur une table, c'était une danse constante, un enchaînement de mouvements précis et rapides pour ne pas se retrouver submergé dans le chaos du service. Il fallait mémoriser les demandes particulières des clients, anticiper leurs besoins, se rappeler qui avait commandé quoi, tout en gardant une expression courtoise même face aux plus exigeants. Jean-Paul, le maître d'hôtel, ne lui laissait aucun répit. « Plus vite, Moreau. Tu crois que les assiettes vont se promener toutes seules jusqu'aux tables ?» Marc serrait les dents. Il encaissait chaque remarque sans broncher. Il savait qu'il n'était pas encore un bon serveur. Il savait qu'il faisait des erreurs. Mais il apprenait, chaque jour. Il s'améliorait, même si ses muscles le faisaient souffrir et que la fatigue s'accumulait dans ses os. Mais plus que la pression du travail, c'était le regard d'Anaïs qui pesait le plus lourdement sur ses épaules. Elle ne lui parlait presque jamais. Elle n'avait pas besoin de mots pour lui rappeler qui elle était et qui il était devenu. Marc savait qu'elle l'observait et il voulait lui prouver qu'il n'était plus cet homme méprisant qu'il avait humilié autrefois. Ce soir-là, Maison Anaïs affichait complet. Le restaurant bourdonnait d'activité. L'odeur du beurre fondu et des épices flottait dans l'air, et le tintement des verres contre la porcelaine fine rythmait les conversations animées. Marc courait entre les tables, son plateau chargé d'assiettes, luttant pour suivre le rythme effréné du service. Il transpirait sous la pression, mais il tenait bon, puis tout bascula. Une femme élégante, vêtue d'une robe noire ajustée et d'un collier scintillant, était assise à une table près de la grande baie vitrée. Elle leva la main d'un geste impatient, attirant l'attention de Marc. « Garçon !» Il s'approcha rapidement, tentant de masquer son essoufflement. « Bonsoir, madame. Que puis-je faire pour vous ?» Elle posa son verre de vin rouge sur la table, avec une moue dédaigneuse. « Ce vin est bouchonné. Apportez-moi autre chose. » Marc sentit un frisson le parcourir. Il connaissait ce vin, à l'époque où il était encore un homme d'affaires respecté. Il en avait commandé lors de dîners avec ses investisseurs. C'était un millésime rare, soigneusement sélectionné par Anaïs pour figurer sur la carte du restaurant, mais il savait aussi que certains clients prétentieux utilisaient cette excuse pour exiger une bouteille encore plus chère ou simplement pour afficher leur supériorité. Il jeta un rapide coup d'œil au verre, mais le vin avait une robe parfaite, sans trace d'oxydation. « Je vais en informer la sommelière, madame », dit-il en prenant délicatement le verre. Il se dirigea vers le comptoir où Anaïs discutait avec un employé lorsqu'il arriva à sa hauteur. Elle leva un sourcil, l'air interrogateur. « Une cliente affirme que le vin est bouchonné », expliqua-t-il en lui tendant le verre. Anaïs posa calmement la main sur la base du verre et le porta à ses lèvres. Elle fit rouler le vin sur sa langue, plissa légèrement les yeux, puis reposa le verre. « Il est parfait. » Marc hocha lentement la tête. « Je m'en doutais. » Elle le fixa quelques secondes, comme si elle testait sa réaction. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Il hésita. « Je pourrais lui dire qu'elle se trompe, mais elle ne me croira pas. Elle pensera que je suis incompétent et qu'on cherche à lui cacher un défaut. » Anaïs esquissa un léger sourire. « Bonne analyse. Et donc, je lui apporte une autre bouteille, cette fois. » Le sourire d'Anaïs s'agrandit. Elle attrapa une nouvelle bouteille et la lui tendit. « Serre-la avec élégance et dis-lui que c'est un geste de la maison. » Marc acquiesça et retourna à la table de la cliente. « Madame, permettez-moi de vous offrir une autre bouteille, avec toutes nos excuses pour l'inconvénient. » La femme haussa un sourcil, visiblement satisfaite. « Ah, au moins vous savez reconnaître une erreur. » Elle sourit d'un air condescendant pendant que Marc remplissait son verre. Lorsqu'il repartit, il sentit un regard sur lui. Il tourna légèrement la tête et aperçut Anaïs, debout près du comptoir, les bras croisés, qui l'observait toujours. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Peut-être une pointe d'approbation. À la fin du service, Marc était vidé, mais fier de lui. Il retira son tablier et s'assit dans l'arrière-salle. Massant ses poignets endoloris, Jean-Paul s'approcha et croisa les bras. « T'as encore beaucoup à apprendre, Moreau. » Marc releva la tête. « Je sais. » Jean-Paul le fixa un instant, puis ajouta « Mais au moins, t'as tenu le coup. » C'était peut-être la première fois que quelqu'un lui disait quelque chose de positif depuis sa chute. Il ne répondit pas, mais intérieurement, il sentit quelque chose changer en lui. Il commençait à comprendre que la réussite ne venait pas de la richesse ou du statut, mais du travail et de la persévérance.
Alors qu'il sortait du restaurant en fin de journée, il aperçut Anaïs en pleine conversation avec un homme en costume assis en terrasse. Elle paraissait concentrée, sérieuse. Marc s'apprêtait à partir lorsqu'un mot attira son attention. Grégoire. Son cœur manqua un battement. Grégoire, l'homme qui l'avait trahi, l'homme qui l'avait ruiné. Pourquoi Anaïs parlait-elle de lui? Un frisson parcourut son échine. Il comprenait maintenant que son destin et celui d'Anaïs étaient bien plus liés qu'il ne l'avait imaginé. Et il était sur le point de le découvrir. Marc n'avait pas bougé. Il était resté là, figé devant la terrasse du restaurant, observant Anaïs discuter avec cet homme en costume. Il n'avait pas entendu toute la conversation, mais ce nom, Grégoire, suffisait à faire remonter un flot de souvenirs douloureux. Grégoire Lemoine, son ancien associé, son ancien meilleur ami, l'homme qui l'avait trahi, volé et laissé tomber sans le moindre remords. Pourquoi Anaïs parlait-elle de lui? Le sang de Marc ne fit qu'un tour. Il savait qu'il ne pouvait pas l'interrompre en pleine conversation. Alors il fit ce qu'il n'aurait jamais fait autrefois. Il attendit. Il s'éloigna légèrement, restant à l'abri des regards, mais suffisamment proche pour voir la fin de l'échange. L'homme en costume acquiesça à quelque chose qu'Anaïs venait de dire. Puis il se leva, lui serra la main et s'éloigna dans la nuit parisienne. Anaïs resta un instant assise, pensive. C'était maintenant ou jamais. Marc inspira profondément et s'avança. « C'est curieux », lança-t-il d'un ton faussement détaché. Anaïs releva la tête et croisa son regard. « Qu'est-ce qui est curieux ?» demanda-t-elle. Sa voix calme comme toujours. Marc désigna du menton l'endroit où l'homme était assis quelques instants plus tôt. « Que tu parles de Grégoire ?» Il s'attendait à voir une réaction, peut-être une lueur de surprise ou d'embarras, mais Anaïs resta imperturbable. « Pourquoi ça t'intéresse ?» répliqua-t-elle en croisant les bras. Marc sentit un frisson d'agacement parcourir son échine. « Parce que cet homme m'a détruit. » Anaïs, elle le fixa quelques secondes avant de répondre. « Alors, maintenant tu sais ce que ça fait. » Marc serra la mâchoire. Il savait qu'elle ne lui rendrait pas les choses faciles, mais il devait comprendre. « Quel lien as-tu avec lui ?» insista-t-il. Anaïs soupira et se leva lentement, prenant son temps pour répondre. « Disons que nos chemins se sont croisés et que je n'ai aucune raison de l'apprécier. » Marc sentit son cœur battre plus fort. « Tu veux dire qu'il t'a fait du mal, à toi aussi ?» Elle hésita, puis secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas aussi simple. Alors explique-moi. » Anaïs soutint son regard un instant avant de soupirer. « Pas ici. » Elle se dirigea vers l'entrée du restaurant et fit un signe à Marc pour qu'il la suive. Quelques minutes plus tard, ils étaient installés dans l'arrière-salle du restaurant, un endroit habituellement réservé aux employés pour souffler entre deux services. Anaïs croisa les jambes et posa ses coudes sur la table en bois. Grégoire Lemoine était un nom que je pensais avoir oublié depuis longtemps, jusqu'à ce que je découvre quelque chose il y a quelques mois. Marc resta silencieux, attendant qu'elle poursuive. « Tu crois être le seul à qui il a tout pris ?» Marc fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle prit une inspiration avant de lâcher la vérité. « Avant de ruiner ta vie, Grégoire a détruit celle de mon père. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Marc cligna des yeux, cherchant à assimiler l'information. « Attends. Quoi ?» Anaïs posa ses mains sur la table et se pencha légèrement en avant. « Il y a plus de 15 ans, mon père possédait un petit restaurant familial. Pas un grand établissement comme Maison Anaïs, mais un endroit chaleureux où les gens venaient pour manger un bon plat sans prétention. Il travaillait dur. Ma mère et moi l'aidions comme nous pouvions. » Elle marqua une pause, et son regard se durcit. Puis, un homme est venu, un homme d'affaires, prétendument intéressé par un partenariat qui permettrait au restaurant de grandir. Cet homme, c'était Grégoire Lemoine. Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait cette méthode. « Et ensuite ?» demanda-t-il d'une voix basse. Anaïs le regarda droit dans les yeux. « Il a fait à mon père ce qu'il t'a fait à toi. Il l'a trompé, lui a fait signer des contrats qu'il ne comprenait pas totalement, l'a endetté jusqu'au cou. En quelques mois, mon père a perdu son restaurant, il a tout perdu. » Marc avala difficilement sa salive. « Mon père est tombé malade peu après. Marc n'osait plus respirer, et il n'a jamais pu s'en relever. » Un silence pesant tomba entre eux. Puis Anaïs reprit, sa voix plus dure. « Alors, quand j'ai appris que c'était lui qui t'avait détruit, ça ne m'a pas surpris. Grégoire est un parasite, un opportuniste qui n'a aucune loyauté.
Marc ferma les yeux un instant. Le puzzle s'assemblait. Il comprenait maintenant pourquoi le destin l'avait mené jusqu'ici. Pourquoi Anaïs et lui étaient liés d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quand il rouvrit les yeux, il fixa Anaïs avec une intensité nouvelle. Il faut le faire payer. Elle haussa un sourcil, croisant les bras. Oh, ne t'inquiète pas. Je ne comptais pas le laisser s'en tirer. Un sourire en coin apparut sur ses lèvres. Mais la question est, toi, es-tu prêt à affronter l'homme qui t'a détruit? Marc savait que cette confrontation serait douloureuse. Mais il savait aussi que s'il voulait vraiment prouver qu'il avait changé, s'il voulait vraiment se reconstruire, alors il devait affronter son passé. Et cette fois, il ne serait pas seul. Il fixa Anaïs, puis hocha lentement la tête. « Oui, je suis prêt. » Anaïs le scruta une dernière fois, puis un sourire fugace traversa son visage. « Alors prépare-toi, Moreau, parce que ce n'est que le début. » Et pour la première fois depuis longtemps, Marc sentit qu'il avait enfin une chance de reprendre le contrôle de sa vie. Marc n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Allongé sur son lit miteux, il fixait le plafond jauni par le temps. Perdu dans ses pensées, chaque mot d'Anaïs résonnait encore dans sa tête. Grégoire avait détruit la vie de son père avant de s'attaquer à lui. Ce n'était plus juste une vengeance personnelle, c'était un combat bien plus vaste qu'il n'aurait jamais imaginé. Il se redressa sur son matelas, poussa un soupir et passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Son corps était épuisé par le travail, mais son esprit était plus éveillé que jamais. Il devait agir. Il devait trouver un moyen de renverser Grégoire. Mais comment? Il n'avait plus ni argent, ni pouvoir, ni contact. Et pourtant, il avait quelque chose qu'il n'avait jamais eu avant. Il avait Anaïs. Le lendemain matin, il arriva au restaurant plus déterminé que jamais. À peine eut-il franchi la porte que Jean-Paul, comme à son habitude, l'accueillit avec une remarque sarcastique. « T'as pas l'air d'avoir dormi, Moreau. Ça va être une belle journée. » Marc ignora la pique et se contenta d'un simple hochement de tête avant de filer vers l'arrière-salle. Anaïs était déjà là, penchée sur quelques dossiers. Concentré, sans attendre, il s'installa en face d'elle et déclara d'un ton ferme. « Je veux savoir ce que tu comptes faire. » Elle leva lentement les yeux vers lui, impassible. « Bonjour à toi aussi, Marc. » Il serra les dents. « Écoute, je suis sérieux. Grégoire a ruiné ma vie. Il a détruit ton père. Et pourtant, il est toujours libre, toujours en affaires. » Anaïs le fixa un instant avant de refermer lentement le dossier devant elle. « C'est vrai, et c'est exactement pour ça que je ne vais pas agir dans la précipitation. » Marc fronça les sourcils. « Tu veux quoi? Attendre qu'il détruise quelqu'un d'autre ?» Elle soupira et se pencha légèrement vers lui. « Tu veux te venger, Marc, je le comprends, mais la vengeance ne suffit pas. » Il ne répondit rien. Elle continua. « Tu crois qu'il s'est enrichi comment? Il connaît le système, il sait comment manipuler les gens, comment cacher ses fraudes derrière des apparences légales. » Marc passa une main sur son visage. Il savait qu'elle avait raison. Grégoire ne pouvait pas être abattu avec de la colère seule. Il fallait un plan. Anaïs lui tendit un document. Ceci est une copie de plusieurs transactions financières suspectes effectuées par Grégoire au cours des dernières années. Marc fronça les sourcils en parcourant les lignes. « Comment as-tu eu ça? » « J'ai mes sources. » Elle esquissa un sourire énigmatique avant de reprendre son sérieux. Grégoire a continué ses magouilles. Il a monté plusieurs sociétés écrans, transféré des fonds d'un compte à l'autre, et devine quoi? Il a même des liens avec des investisseurs peu recommandables. Marc sentit une boule se former dans sa gorge. Grégoire n'avait pas seulement trahi ses partenaires. Il jouait avec la loi. Avec ces documents, on peut le dénoncer. Anaïs hocha la tête. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut des preuves irréfutables. Et surtout, il faut que ce soit lui-même qui s'enfonce. Marc comprit où elle voulait en venir. « Tu veux le piéger ?» « Exactement. » Elle croisa les bras, l'air pensif. Grégoire a toujours été un homme avide. Il ne résiste jamais à une opportunité de gagner plus d'argent. Si on lui tend un piège suffisamment attrayant, il tombera dedans. Marc réfléchit un instant. « Tu as déjà un plan en tête, n'est-ce pas ?» Elle esquissa un sourire en coin. « Évidemment. Mais j'ai besoin de toi. » Marc arqua un sourcil. « Pourquoi moi ?» Elle soutint son regard. « Parce que Grégoire te connaît. Il pense que tu es brisé, fini. Il ne te prendra pas au sérieux. Et c'est précisément pour ça qu'il ne se méfiera pas. » Un silence tomba entre eux. Marc sentit une étrange sensation l'envahir. Une opportunité. Une seconde chance.
Ce n'était plus une question d'ego ou de vengeance. C'était une question de justice. Il hocha lentement la tête. « D'accord, je suis avec toi. » Anaïs sourit légèrement, avant de tendre la main. « Alors faisons tomber Grégoire ensemble. » Marc attrapa sa main et la serra fermement. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit à nouveau en contrôle de son destin. Quelques jours plus tard, le plan commença à se mettre en place. Anaïs fit courir une rumeur bien placée dans les cercles d'affaires. Un investisseur anonyme, fraîchement ruiné mais toujours ambitieux, cherchait une opportunité pour rebondir rapidement, bien sûr. Cet investisseur, c'était Marc. Grâce à des contacts discrets, Grégoire entendit parler de cette nouvelle opportunité. Comme prévu, il mordit à l'hameçon. Un premier rendez-vous fut fixé dans un bar huppé du centre-ville. Marc s'y rendit, vêtu d'un costume sobre, mais loin du luxe ostentatoire qu'il arborait autrefois. Il devait paraître vulnérable, désespéré, mais toujours ambitieux. Grégoire arriva en retard, comme à son habitude. Lorsqu'il s'assit en face de Marc, il afficha un sourire faussement amical. Marc Moreau, qui aurait cru qu'on se retrouverait ici? Marc sourit légèrement, jouant le jeu. Les temps changent, Grégoire. Il s'adossa au fauteuil, posant son verre sur la table. Et parfois, on a besoin d'un nouvel allié. Grégoire haussa un sourcil, intrigué. Je t'écoute. Marc savait que chaque mot comptait. Il devait être convaincant, parce que cette fois, il ne s'agissait pas seulement de récupérer son honneur, il s'agissait de faire tomber l'homme qui avait tout détruit, et avec Anaïs à ses côtés, il n'échouerait pas. Marc sentait le regard perçant de Grégoire Lemoine, posé sur lui comme un prédateur évaluant sa proie. Le bar où il s'était redonné rendez-vous était un établissement luxueux du centre de Paris, baigné dans une lumière tamisée, où les discussions feutrées et les accords financiers se concluaient entre 2 verres de whisky hors de prix. Marc savait qu'il devait jouer son rôle à la perfection. Il n'était plus Marc Moreau, l'homme brisé qui avait tout perdu. Ce soir, il était Marc Moreau. L'ancien magnate tombé en disgrâce, prêt à tout pour revenir dans le jeu, il laissa un silence s'installer avant de parler, prenant soin de peser chacun de ses mots. « Je ne vais pas tourner autour du pot, Grégoire. » Il fit tournoyer son verre de whisky entre ses doigts avant de lever les yeux vers son ancien associé. « J'ai tout perdu. Je suis au plus bas. Mais tu me connais. Je ne suis pas du genre à abandonner. » Grégoire arqua un sourcil, un sourire narquois aux lèvres. « C'est vrai. Tu as toujours eu cette arrogance, même quand tout s'effondrait autour de toi. » Marc serra discrètement les dents, mais il conserva son masque. « Appelle ça comme tu veux, moi. Je vois ça comme une capacité à rebondir. » Il marqua une pause avant d'ajouter, d'un ton faussement confiant. « Et je crois que tu peux m'aider ?» Grégoire haussa un sourcil, visiblement intrigué. « Ah oui, et en quoi pourrais-je bien t'aider, Marc ?» Marc posa son verre et s'appuya légèrement en avant. « Je sais que tu es toujours dans les affaires, que tu as des contacts. Moi, j'ai encore quelques fonds cachés, mais pas assez pour recommencer à zéro. » Il laissa un sourire amer effleurer ses lèvres. « Alors je veux une opportunité, une vraie, et je suis prêt à prendre des risques. » Grégoire le fixa un long moment. Comme s'il cherchait à percer le moindre mensonge, Marc savait qu'il devait avoir l'air désespéré, mais pas faible, ambitieux, mais vulnérable. Puis, après quelques secondes qui lui semblèrent une éternité, Grégoire esquissa un sourire. « Peut-être qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi. » Marc se força à ne pas montrer sa satisfaction. Le piège commençait à se refermer. Quelques jours plus tard, Grégoire convia Marc à un dîner privé dans un manoir à l'extérieur de Paris. Anaïs, qui suivait de près l'évolution du plan, insista pour que Marc soit équipé d'un micro discret. « On ne sait jamais ?» « Grégoire est intelligent. Il ne va pas se compromettre facilement. » Marc hocha la tête. « Ne t'inquiète pas. Je vais le pousser à parler. » Anaïs posa une main sur son bras, son regard sérieux. « Ne sous-estime pas cet homme. Il t'a déjà détruit une fois. » Marc sentit une chaleur étrange à son contact. Anaïs n'était pas seulement une alliée. Elle était devenue un repère, une force qui l'aidait à avancer. Il lui adressa un sourire rassurant. « Cette fois, c'est différent. Je ne suis plus seul. » Le manoir où se tenait le dîner était une vaste demeure, entourée de jardins impeccables. Marc arriva vêtu d'un costume sobre, mais soigné. Il devait paraître crédible.
Il fut accueilli par un domestique qui le conduisit à une grande salle à manger où une longue table en chêne était dressée. Grégoire l'attendait, accompagné de 3 autres hommes. Marc reconnut immédiatement l'un d'eux, Alain Perrier, un investisseur réputé pour ses pratiques douteuses. Il cacha son malaise et s'installa en face de Grégoire, qui lui adressa un sourire presque amical. « Marc, bienvenue. » Un domestique versa du vin dans les verres en cristal. Grégoire leva le sien. À de nouveaux départs, Marc trinqua avec lui, jouant son rôle à la perfection. Pendant le repas, la conversation resta légère, mais Marc savait que le véritable enjeu viendrait plus tard, et il ne se trompa pas. Après le dessert, Grégoire posa enfin son verre et fixa Marc. « Bon, si tu es ici, c'est que tu es prêt à revenir dans les affaires. » Marc hocha lentement la tête. « Je suis prêt. » Grégoire sourit et jeta un regard à ses associés. « Nous avons un projet en cours, un investissement à haut risque, mais qui peut rapporter gros. » Il prit un dossier posé sur la table et le fit glisser vers Marc. « Je vais être direct, c'est illégal. Mais si ça marche, tu pourras te refaire une fortune en un rien de temps. » Marc sentit son cœur s'accélérer. Il ouvrit lentement le dossier et parcourut les documents, falsification de contrats, transfert d'argent douteux, fraude fiscale. C'était pire que ce qu'il imaginait. « Combien ça rapporte ?» demanda-t-il, feignant l'intérêt. Grégoire sourit. « 10 fois ta mise en 3 mois. » Marc hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait sérieusement à l'offre. Puis il posa le dossier et fixa Grégoire. « Et si on se fait prendre ?» Grégoire éclata de rire. « On ne se fera pas prendre. » Il pencha légèrement la tête, son regard brillant d'arrogance. « Je fais ça depuis des années, Marc. Tu crois vraiment que c'est un hasard si je suis toujours en liberté ?» C'était ce que Marc attendait. Une confession, un aveu de son impunité, et grâce au micro dissimulé sous sa chemise, chaque mot était enregistré. Il se força à sourire et tendit la main. « Alors on fait affaire. » Grégoire serra sa main avec satisfaction. Bienvenue de nouveau dans le jeu, Moreau. Mais ce que Grégoire ignorait, c'est que cette fois, c'était lui qui venait de tomber dans le piège. Quand Marc retrouva Anaïs plus tard dans la nuit, il était épuisé, mais euphorique. Il arracha le micro de sous sa chemise et le posa sur la table. « On l'a eu ?» Anaïs prit l'enregistreur et lança la lecture. Et la voix de Grégoire résonna dans la pièce. « Je fais ça depuis des années, Marc. Tu crois vraiment que c'est un hasard si je suis toujours en liberté ?» Elle leva les yeux vers Marc, un sourire triomphant aux lèvres. « C'est suffisant. » Marc expira lentement, réalisant l'ampleur de ce qu'il venait de faire. « Alors faisons-le tomber. » Et cette fois, Grégoire ne s'en sortirait pas. Marc ne dormait presque plus. L'adrénaline, l'excitation et l'angoisse du plan en cours l'empêchèrent de fermer l'œil. Le lendemain matin, il retrouva Anaïs dans son bureau à Maison Anaïs. Elle était assise derrière son grand bureau en bois, l'enregistreur posé devant elle. Son regard était concentré, froid, presque calculateur. « On a ce qu'il nous faut », dit-elle en levant les yeux vers lui. Marc hocha lentement la tête. « Oui, mais comment on s'y prend maintenant ?» Anaïs croisa les bras. « On doit être stratégique si on le dénonce directement à la police. Il trouvera un moyen de s'en sortir. Il a des avocats, des relations haut placées. » Marc sentit la frustration monter en lui. « Alors quoi ? On le laisse continuer ?» Anaïs secoua la tête. « Non, mais on doit l'exposer publiquement, pour que personne ne puisse l'ignorer ou l'étouffer. » Elle ouvrit un dossier et en sortit plusieurs feuilles imprimées. « J'ai contacté un journaliste financier. Il enquête depuis des années sur les magouilles des grands patrons. » Elle posa le papier devant Marc. « Si on lui donne nos preuves, il pourra publier un article explosif, et avec l'enregistrement, Grégoire ne pourra pas nier quoi que ce soit. » Marc sentit une lueur d'espoir s'allumer en lui. « Tu penses qu'il acceptera de publier l'histoire ?» Anaïs esquissa un sourire en coin. « Quand il verra ce qu'on a, il n'hésitera pas une seconde. » Marc expira lentement. Il touchait enfin au but. « Quand est-ce qu'on le rencontre ?» Anaïs jeta un coup d'œil à son téléphone. « Ce soir, 20h. » Marc hocha la tête. Ils étaient à un pas de la victoire. La journée passa à une vitesse folle. Marc continua son travail au restaurant, mais il avait du mal à se concentrer. Son esprit était ailleurs. Il repensait à tout ce que Grégoire lui avait volé, son argent, son entreprise, son avenir, mais ce soir, tout allait changer, tout. À 19h45, Anaïs et Marc arrivèrent discrètement devant un café discret du 2e arrondissement.
où il devait rencontrer le journaliste. Le lieu était sombre, peu fréquenté à cette heure-là. Ils entrèrent et repérèrent immédiatement un homme d'une 50aine d'années assis dans un coin, un carnet de notes devant lui. Anaïs s'approcha et s'assit en face de lui, suivi de Marc. « Monsieur Delacroix, merci d'avoir accepté de nous voir », dit-elle en serrant la main du journaliste. L'homme sourit légèrement et posa son stylo sur la table. « Anaïs Morel, votre restaurant fait beaucoup parler de lui. » Puis il tourna son regard vers Marc. « Et vous devez être Marc Moreau, l'homme qui a tout perdu. » Marc sentit sa gorge se serrer. Même maintenant, il restait l'homme qui avait tout perdu, mais plus pour longtemps. « C'est bien moi, » répondit-il. Delacroix s'adossa à sa chaise. « Alors, dites-moi pourquoi vous vouliez me voir. » Anaïs posa calmement l'enregistreur sur la table. « Parce qu'on a quelque chose qui pourrait faire exploser votre carrière. » Elle appuya sur lecture. La voix de Grégoire résonna entre les murs du café. « Je fais ça depuis des années, Marc. Tu crois vraiment que c'est un hasard si je suis toujours en liberté ?» Delacroix haussa un sourcil. Anaïs stoppa l'enregistrement et planta son regard dans celui du journaliste. « Nous avons des documents qui prouvent ces fraudes, des transferts suspects, des contrats illégaux. Et maintenant, nous avons aussi un enregistrement où il avoue tout. » Delacroix resta silencieux un instant, analysant la situation, puis il sourit lentement. « Si ce que vous dites est vrai, alors vous avez entre les mains un scandale financier qui fera trembler la place de Paris. » Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il l'avait. « Vous publierez l'article ?» demanda-t-il. Delacroix hocha la tête. « Si tout est vérifié, oui, et je peux vous garantir que ça fera du bruit. » Anaïs esquissa un sourire. « Parfait, Marc. » Lui sentit un poids quitter ses épaules. Bientôt, Grégoire tomberait, 2 jours plus tard. L'article fit la une de tous les journaux financiers. Le scandale éclata au grand jour. Réseau de fraude, un entrepreneur français pris en flagrant délit, des années de corruption et de détournement, l'empire de Grégoire Lemoine s'effondre, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les investisseurs fuyaient Grégoire comme la peste, puis vint le coup fatal. Le parquet financier ouvrit une enquête, et à peine 48 heures plus tard, Grégoire fut arrêté. Marc regardait la télévision dans l'arrière-salle de Maison Anaïs. Sur l'écran, les images montraient Grégoire menotté, entouré par des policiers. Il était fini. Anaïs entra dans la pièce et s'arrêta à côté de lui, les bras croisés. « Tu l'as vu ?» demanda-t-elle. Marc hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. « Je l'ai vu. » Il se tourna vers elle. « On a réussi. » Anaïs ne répondit pas tout de suite, puis elle sourit doucement. « Oui, on a réussi. » Un silence s'installa entre eux, puis Marc fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire quelques mois plus tôt. Il tendit la main vers elle. Anaïs hésita une seconde, puis la serra, et à ce moment-là, Marc comprit que sa vraie victoire n'était pas seulement d'avoir fait tomber Grégoire, c'était d'avoir changé. Il n'était plus l'homme arrogant qui méprisait les autres, il était devenu quelqu'un de meilleur, et Anaïs en était la preuve vivante. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il en relâchant sa main. Anaïs haussa les épaules, un éclat amusé dans le regard. « On continue d'avancer ?» Marc sourit. Oui, c'était exactement ce qu'il comptait faire. L'arrestation de Grégoire Lemoine fit l'effet d'un séisme dans le monde des affaires. Pendant des jours, les journaux ne parlèrent que de lui, des fraudes qu'il avait commises et de l'ampleur du scandale financier. Marc suivait les nouvelles de près, mais ce n'était pas la satisfaction qu'il ressentait le plus. C'était un sentiment plus profond, une sensation de liberté. Pendant des années, il avait été prisonnier de sa chute, obsédé par son passé et rongé par la honte. Mais aujourd'hui, Grégoire était derrière les barreaux, et lui, il était enfin libre. Ce soir-là, Maison Anaïs était en effervescence. Le restaurant affichait complet, et l'équipe travaillait avec une énergie nouvelle. Marc, bien que toujours serveur, sentait que quelque chose avait changé. Il n'était plus juste un homme brisé essayant de survivre, il était un homme en reconstruction. Et cela se voyait dans son travail. Il se surprit à apprécier son rôle, à aimer le contact avec les clients, la satisfaction de voir quelqu'un apprécier son repas, le plaisir de travailler en équipe. Jean-Paul, le maître d'hôtel, s'approcha discrètement et lui donna un léger coup de coude. « Tu sais, Moreau, t'as fait du chemin ?» Marc haussa un sourcil, surpris par ce rare compliment. « Je prends ça comme un encouragement. »
Jean-Paul sourit en coin. Disons que tu es enfin devenu un vrai serveur. Marc ne put s'empêcher de rire. Qui aurait cru que je finirais par entendre ça un jour? Moi? Certainement pas, répliqua Jean-Paul en retournant à son poste. Marc secoua la tête, amusé. Il n'aurait jamais pensé pouvoir apprécier ce travail. Mais maintenant, c'était différent. Il n'était plus ici par obligation. Il était ici parce qu'il en avait envie. À la fin du service, Marc rejoignit Anaïs dans son bureau. Elle était assise, feuilletant des documents, une tasse de café à la main. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit entrer, elle esquissa un sourire. « Tout s'est bien passé ce soir ?» demanda-t-elle. Marc hocha la tête en s'installant en face d'elle. « Oui, et pour être honnête, je crois que je commence à aimer ça. » Anaïs arqua un sourcil. « Aimer quoi ? Servir des tables. » Marc haussa les épaules, un sourire en coin. « Peut-être bien. Il y a quelque chose de satisfaisant à voir un client quitter le restaurant heureux. » Elle l'observa un instant, comme si elle cherchait à comprendre ce qui avait réellement changé en lui. Puis elle posa sa tasse et croisa les bras. « Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» Marc inspira profondément. C'était la première fois depuis longtemps qu'il se posait réellement cette question. « Je n'en sais rien, » admit-il. « Mais ce que je sais, c'est que je ne veux plus être l'homme que j'étais avant. » Anaïs sourit légèrement. « C'est une bonne réponse. » Un silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était un silence complice. Puis Anaïs se redressa légèrement. « J'ai réfléchi à quelque chose. » Marc haussa un sourcil. « Je t'écoute. » Elle prit un papier posé sur son bureau et le lui tendit. « J'ai un projet en tête, un nouveau restaurant. » Marc examina le document. C'était un plan détaillé d'un nouvel établissement. « Tu veux ouvrir un autre restaurant ?» demanda-t-il, intrigué. « Oui, mais pas un restaurant gastronomique cette fois. Quelque chose de plus accessible, plus authentique. » Marc fronça les sourcils. « Pourquoi ? Maison Anaïs fonctionne à merveille. Pourquoi prendre un tel risque ?» Elle sourit légèrement. « Parce que je veux revenir à mes racines, créer un endroit où les gens peuvent manger de bons plats sans prétention, comme mon père le faisait autrefois. » Elle posa son regard sur lui. « J'aimerais que tu sois impliqué. » Marc resta silencieux un instant, absorbant la proposition. « Tu veux que je travaille avec toi, pas comme serveur. » Elle le fixa, son regard rempli de sérieux. « Comme partenaire. » Marc cligna des yeux, abasourdi. « Anaïs, je n'ai plus rien. Je n'ai pas d'argent, pas d'investissement à apporter. » Elle secoua la tête. « Je ne te parle pas d'argent, Marc. Je te parle d'engagement. » Elle sourit légèrement. « Tu as un bon instinct pour les affaires. Quand tu n'es pas aveuglé par ton ego, tu es quelqu'un d'intelligent. » Marc ne put s'empêcher de rire doucement. « Merci. Je suppose, » elle poursuivit, plus sérieusement, « ce projet me tient à cœur. Mais je veux quelqu'un à mes côtés qui comprenne ce que ça signifie de repartir de zéro. » Elle croisa les bras. « Et personne ne comprend ça mieux que toi ?» Marc sentit un frisson d'émotion lui parcourir l'échine. Il fixa le papier entre ses doigts, puis leva les yeux vers elle. « Tu es sûre de vouloir t'associer à moi ? Si je n'en étais pas sûre, je ne te l'aurais pas proposé. » Il inspira profondément. C'était une nouvelle chance, une vraie chance. Et cette fois, il ne comptait pas la laisser passer. Il tendit la main vers elle. « D'accord, faisons-le ensemble. » Anaïs serra sa main, scellant leur accord. Et à cet instant, Marc comprit que son avenir venait de commencer. Un avenir qu'il ne construisait plus seul. Un avenir qu'il bâtissait avec elle. Les jours qui suivirent furent intenses et exaltants. Marc et Anaïs se mirent immédiatement au travail. Le projet du nouveau restaurant n'était pas qu'une simple idée griffonnée sur un papier. C'était une vision, un rêve que tous deux partageaient maintenant. Anaïs voulait un endroit chaleureux, inspiré de l'ancien restaurant de son père, un lieu où les clients se sentiraient chez eux. Marc, de son côté, avait retrouvé une énergie qu'il croyait perdue. Il n'avait jamais imaginé se lancer dans un projet comme celui-ci, mais plus il travaillait avec Anaïs, plus il se sentait à sa place. Un matin, ils se retrouvèrent dans un petit café du Marais pour discuter des premières étapes concrètes. Anaïs avait apporté une pile de documents et un carnet de notes rempli d'idées. Marc s'installa en face d'elle et prit une gorgée de son café. « Alors, par où commence-t-on » demanda-t-il avec un sourire en coin. Anaïs leva les yeux vers lui, un éclat déterminé dans le regard. « D'abord, il nous faut un local. » Elle posa une carte de Paris sur la table. «
où plusieurs emplacements étaient entourés au stylo rouge. J'ai repéré quelques endroits intéressants, mais je veux que tu viennes les voir avec moi. Marc hocha la tête. D'accord, on visite quand? Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec un agent immobilier. Marc esquissa un sourire. Tu ne perds pas de temps. Anaïs haussa les épaules, amusée. Le succès appartient à ceux qui avancent, pas à ceux qui attendent. Marc se pencha légèrement en avant, croisant les bras. Tu sais, c'est drôle. Avant, je croyais que la réussite dépendait seulement de l'argent et du pouvoir. Il la regarda avec sérieux. Mais toi, tu m'as montré autre chose. Anaïs le fixa un instant, un sourire discret aux lèvres. Je t'ai juste montré qu'il y a d'autres façons de réussir. Marc hocha lentement la tête. Et je crois que, pour la première fois de ma vie, j'ai envie de réussir autrement. L'après-midi, ils visitèrent plusieurs locaux à travers Paris. Certains étaient trop petits, d'autres trop chers. Mais à la 4e visite, ils trouvèrent l'endroit parfait. C'était un ancien bistrot abandonné, situé dans une petite rue pavée du quartier latin. Derrière sa façade vieillissante, il y avait un potentiel immense. Les murs en pierre, le sol en bois usé par le temps, l'odeur encore imprégnée de l'histoire des lieux. Tout respirait l'authenticité. Anaïs marcha lentement dans la salle principale, effleurant du bout des doigts le comptoir en bois massif. « Cet endroit a une âme », murmura-t-elle. Marc, debout près d'une grande fenêtre donnant sur la rue, observa la scène. Il la voyait, elle. Il voyait à quel point ce projet comptait pour elle. Et il comprit que ce projet comptait désormais tout autant pour lui. « C'est ici », dit-il. Anaïs tourna la tête vers lui. « Tu crois ?» Il hocha la tête, convaincu. « Oui, c'est ici qu'on doit ouvrir notre restaurant. » Elle l'observa quelques secondes, puis sourit. « Alors faisons-le. » Les semaines suivantes furent une course contre la montre. Il fallait rénover le lieu, dessiner le concept, choisir le menu, gérer les autorisations administratives. Marc se découvrit un talent qu'il ne soupçonnait pas. Il était un excellent négociateur. Grâce à lui, ils réussirent à obtenir des prix plus bas sur les travaux et à accélérer certaines démarches. Anaïs, elle, supervisait chaque détail du design et de la carte, mettant toute son âme dans le projet, et peu à peu, le restaurant prenait vie. Un soir, alors qu'il terminait une réunion tardive dans le futur restaurant, Marc s'étira et regarda autour de lui. « Ça avance vite », dit-il à Anaïs, assise sur une caisse de bois, sûre. Sourit en observant les travaux. « Oui, encore quelques semaines, et on pourra ouvrir. » Marc la regarda un instant, puis prit une inspiration. « Anaïs. » Elle tourna la tête vers lui, intriguée par son ton sérieux. « Pourquoi moi ?» Elle haussa légèrement les sourcils. « Pourquoi je t'ai proposé de travailler avec moi ?» « Oui. » Anaïs prit quelques secondes avant de répondre. « Parce que tu as changé. » Elle posa son regard sur lui, son expression sincère. « Au début, je voulais simplement voir jusqu'où tu pouvais aller, mais j'ai fini par voir autre chose en toi. » Elle marqua une pause, puis ajouta doucement « Quelqu'un qui mérite une seconde chance. » Marc sentit son cœur battre un peu plus fort. Ses mots comptaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Il esquissa un sourire. « Merci. » Anaïs sourit à son tour. « Ne me remercie pas encore. Il reste du travail. » Marc éclata de rire. « Tu ne t'arrêtes jamais, hein ? Jamais !» confirma-t-elle avec un sourire malicieux. Et cette fois, Marc savait qu'il voulait suivre ce rythme. Parce que, pour la première fois depuis des années, il se sentait à sa place. Les semaines s'enchaînaient à une vitesse vertigineuse. Et le nouveau restaurant prenait enfin forme. Chaque jour, Marc et Anaïs passaient des heures sur le chantier, surveillant les travaux, choisissant les matériaux, dessinant l'ambiance qu'ils voulaient créer. C'était un travail épuisant, mais exaltant. Marc, qui n'avait jamais imaginé se retrouver un jour à débattre sur la texture d'un comptoir ou la couleur des luminaires, découvrait un nouveau monde. Et, contre toute attente, il adorait ça. Un après-midi, alors qu'il vérifiait la livraison des chaises et des tables, Anaïs s'arrêta soudainement au milieu de la salle. Marc, accroupi près d'un carton qu'il tentait d'ouvrir, leva les yeux vers elle. Un problème. Elle secoua la tête et balaya la pièce du regard. Non, juste, regarde cet endroit. Marc se redressa et fit quelques pas en arrière pour embrasser la pièce du regard. Les murs avaient été restaurés, le bois ancien conservé et verni,
Les grandes baies vitrées laissaient entrer la lumière de la fin d'après-midi, donnant à la salle une atmosphère chaleureuse. L'odeur du neuf se mêlait encore à celle du vieux bois, et pour la première fois, le restaurant ressemblait à quelque chose de concret. « On est presque arrivé », murmura-t-elle. Marc observa son expression, un mélange de fierté et d'émotion, et il comprit. Ce n'était pas qu'un simple restaurant pour elle. C'était un hommage à son père, à son histoire, à tout ce qu'elle avait traversé. « Tu es fière ?» demanda-t-il doucement. Elle lui lança un regard amusé. « Un peu, oui. » Marc sourit. « Tu devrais l'être. On a construit quelque chose de magnifique. » Anaïs croisa les bras, un éclat malicieux dans les yeux. « On verra si je suis fière quand on ouvrira et qu'on fera face à nos premiers clients. » Marc éclata de rire. Toujours aussi exigeante, elle haussa les épaules. « On ne devient pas une réussite en se contentant de peu. » Marc secoua la tête, amusé. Elle avait raison. Les journées s'allongeaient au rythme des derniers préparatifs. Chaque détail comptait. Anaïs passait des heures à peaufiner le menu avec le chef qu'elle avait recruté, à tester des plats, à ajuster les saveurs. Marc, lui, s'occupait des dernières négociations avec les fournisseurs, s'assurant que tout soit en place pour l'ouverture. Parfois, ils ne rentraient chez eux qu'après minuit, épuisés mais satisfaits du travail accompli. Un soir, après une longue journée, ils décidèrent de tester eux-mêmes le concept du restaurant. Le chef leur prépara une sélection de plats, et ils s'installèrent sur une table en terrasse, face à la rue animée. « C'est la première fois qu'on mange ici », fit remarquer Anaïs en coupant un morceau de son plat. Marc acquiesça, observant les alentours. « Et tu sais quoi ? On a réussi à créer quelque chose de spécial. » Anaïs sourit, mais elle semblait pensive. « Tu crois qu'on va y arriver ?» Marc posa sa fourchette et la regarda droit dans les yeux. « J'en suis sûre. » Elle haussa un sourcil sceptique. « Vraiment ?» Il hocha la tête avec assurance. « Oui, parce qu'on a mis nos tripes là-dedans, parce qu'on sait ce qu'on fait. » Il prit une gorgée de vin avant d'ajouter. « Et surtout, parce qu'on forme une bonne équipe. » Anaïs ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, un sourire étira ses lèvres. « Tu as raison. » Ils trinquèrent en silence, et pour la première fois depuis longtemps, Marc se sentit pleinement heureux. Mais il restait encore une chose à faire. 2 jours avant l'ouverture, Anaïs insista pour qu'ils fassent une visite symbolique. Marc ne comprenait pas vraiment pourquoi, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant un petit cimetière niché dans un quartier discret de Paris. Ils marchèrent en silence entre les allées bordées d'arbres, jusqu'à s'arrêter devant une pierre tombale. Le père d'Anaïs, Marc sentit une étrange émotion monter en lui. Il regarda Anaïs, qui fixait la tombe avec douceur. « Tu voulais lui dire quelque chose » murmura-t-il. Elle hocha la tête et s'agenouilla devant la pierre. « Papa, je voulais juste que tu saches que ton restaurant existe à nouveau. » Marc sentit sa gorge se serrer. Anaïs effleura la pierre du bout des doigts avant de se redresser. Puis elle tourna les yeux vers Marc et lui sourit doucement. « Je crois qu'il aurait aimé savoir que quelqu'un comme toi travaille avec moi. » Marc sentit son cœur manquer un battement. Il ne savait pas pourquoi, mais cette phrase signifiait beaucoup pour lui. Il hocha la tête, incapable de trouver les mots, puis ils quittèrent le cimetière en silence. Mais Marc savait que quelque chose avait changé, quelque chose de plus grand que le simple fait d'ouvrir un restaurant, et pour la première fois, il se demanda si cette aventure n'était pas en train de devenir quelque chose de plus personnel. Le matin du jour d'ouverture, Marc se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Excitation, nervosité, fierté. Il s'habilla rapidement, prit un café sans vraiment le boire, et se dirigea vers le restaurant. Lorsqu'il arriva devant la façade flambant neuve, il s'arrêta un instant pour admirer le travail accompli. Le nom du restaurant, écrit en lettres élégantes, brillait sous la lumière du matin. La table d'antan, un hommage au passé, un nouveau départ. Il inspira profondément et poussa la porte. À l'intérieur, l'équipe était déjà en effervescence. Les cuisiniers s'activaient en cuisine, testant une dernière fois les plats du menu. Les serveurs repassaient en revue la carte et les placements des tables. Anaïs, elle, était au centre de tout. Elle donnait des instructions, vérifiait les moindres détails, réglait les petits soucis de dernière minute, mais lorsqu'elle y aperçut de Marc, elle s'arrêta quelques secondes et lui adressa un sourire. « Prêt pour le grand saut ?»
a-t-elle. Il hocha la tête, un sourire en coin. « Je crois bien. » Elle s'approcha, croisant les bras. « Tu réalises qu'on l'a fait ?» Il observa le restaurant autour d'eux et la regarda dans les yeux. « Ouais, et je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Elle le fixa un instant, avant de répondre, d'une voix plus douce. « Moi non plus. » Un court silence s'installa entre eux, chargé d'une émotion qu'aucun des deux ne voulait encore nommer. Puis Anaïs brisa la tension en tapotant légèrement son bras. « Allez, Moreau, on a du travail. » Marc rit et hocha la tête. Leur moment était passé. Pour l'instant, l'heure du service arriva plus vite qu'ils ne l'auraient cru. Dès l'ouverture des portes, les premiers clients entrèrent, curieux et enthousiastes. Marc et Anaïs s'échangèrent un regard. C'était parti. La salle se remplit rapidement. Les serveurs prenaient les commandes avec professionnalisme. La cuisine tournait à plein régime, et les plats défilaient, emplissant la salle d'une délicieuse odeur de cuisine traditionnelle. Marc, qui avait d'abord prévu de simplement superviser, ne put s'empêcher de mettre la main à la pâte. Il accueillait les clients, aidait à servir les plats, vérifiait que tout se passait bien, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentait un vrai sentiment d'accomplissement. Puis, au milieu du service, il sentit une main se poser sur son bras. Il se retourna et vit Anaïs, son regard pétillant. « Regarde autour de toi », murmura-t-elle. Il observa la salle. Les clients souriaient, riaient, savouraient leur plat. Ils avaient réussi. Un frisson lui parcourut l'échine. Il se tourna à nouveau vers Anaïs. « C'est grâce à toi, ça. » Elle secoua la tête. « C'est grâce à nous. » Marc sentit quelque chose se nouer dans son ventre. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un client l'interpella et il dut s'éloigner. Il jeta un dernier regard à Anaïs avant de partir. Quelque chose était en train de changer entre eux. Il en était sûr. La soirée s'acheva tard dans la nuit. Après le départ des derniers clients, l'équipe éclata en applaudissements spontanés. Anaïs, debout au centre de la salle, était rayonnante. Elle se tourna vers son personnel et leva son verre. « Félicitations à tous. Ce soir, on a prouvé que ce restaurant est bien plus qu'un simple projet, c'est une réussite. » Les serveurs et les cuisiniers trinquèrent joyeusement, savourant leur victoire. Marc, lui, observait Anaïs. Il n'avait jamais vu quelqu'un aussi passionné, aussi déterminé, et il se rendit compte que son admiration pour elle allait bien au-delà du respect professionnel, lorsqu'elle tourna enfin les yeux vers lui. Un sourire aux lèvres, il sut qu'il devait lui dire quelque chose, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, elle prit son manteau et souffla. « Viens, j'ai envie de marcher un peu. » Surpris, il acquiesça et la suivit dehors. Ils marchèrent lentement dans les rues paisibles de Paris, profitant du silence après l'agitation du restaurant. Anaïs, les mains dans les poches, regardait droit devant elle, comme si elle réfléchissait. Marc, lui, ne pouvait s'empêcher de la regarder. Il y avait quelque chose chez elle qui l'attirait irrémédiablement. Au bout d'un moment, elle s'arrêta et tourna la tête vers lui. « Je voulais te dire quelque chose. » Son ton était sérieux, presque hésitant. Marc sentit son cœur battre plus vite. « Je t'écoute. » Elle prit une inspiration et planta son regard dans le sien. « Je suis fière de toi. » Marc resta figé. Il s'attendait à beaucoup de choses, mais pas à ça. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix plus basse. Elle esquissa un léger sourire. « Parce que tu as changé, parce que tu n'es plus l'homme qui m'a humiliée il y a des années. » Elle s'approcha légèrement. « Parce que tu es devenu quelqu'un de bien ?» Marc sentit sa gorge se serrer. Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Il voulut répondre. Mais à ce moment-là, un silence étrange s'installa entre eux. Quelque chose d'invisible, mais puissant, sans réfléchir. Il leva la main et effleura doucement son bras. Anaïs ne recula pas. Au contraire, elle le fixa intensément, comme si elle attendait quelque chose. Et soudain, il comprit. Il n'y avait plus besoin de mots. Alors, lentement, il se pencha vers elle, et lorsqu'elle ne bougea pas, il sut que c'était le bon moment. Leur premier baiser fut lent, hésitant, mais lorsqu'Anaïs posa doucement une main sur sa nuque, Marc sentit son cœur exploser. Il n'avait jamais embrassé quelqu'un comme ça, avec autant d'émotion, avec autant de vérité silencieuse. Lorsqu'ils se séparèrent, Anaïs le regarda un instant, comme si elle réalisait enfin ce qui venait de se passer, puis elle esquissa un sourire tendre et murmura « On devrait rentrer ». Marc hocha la tête, incapable de parler, mais une chose était sûre, ce soir,
Tout avait changé, et il n'y avait plus de retour en arrière. Le lendemain matin, Marc se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine, un mélange de joie, d'excitation et d'incertitude. La veille, tout avait basculé, l'ouverture du restaurant avait été une réussite absolue, mais ce n'était pas ça qui hantait son esprit. C'était le baiser, le souvenir du contact des lèvres d'Anaïs sur les siennes, de la chaleur de sa main sur sa nuque, de ce regard échangé juste après. Rien ne pouvait effacer ce moment. Il s'assit sur le bord du lit, passa une main sur son visage et souffla. Que faire maintenant? Était-ce un simple élan d'émotion ou quelque chose de plus profond? Il ne savait pas encore. Mais ce qu'il savait, c'est qu'il devait voir Anaïs. Lorsqu'il arriva au restaurant, il la trouva déjà en pleine action. Elle donnait des instructions aux employés, discutait avec le chef, organisait les réservations du soir. À la voir ainsi, on aurait dit que rien ne s'était passé, mais lorsque son regard croisa le sien, Marc perçut un léger trouble dans ses yeux. Elle détourna rapidement le regard et continua ses tâches. Marc sentit une pointe d'incertitude. Peut-être regrettait-elle, peut-être que pour elle, c'était une erreur. Il passa une main dans ses cheveux, cherchant comment aborder le sujet. Finalement, il attendit la fin du service du midi pour la prendre à part. « Anaïs, on peut parler. » Elle hésita un instant, puis hocha la tête et l'entraîna vers l'arrière-salle. Une fois la porte fermée, elle croisa les bras, visiblement nerveuse. « Écoute Marc, Mais il la coupa doucement. « Ne me dis pas que c'était une erreur. » Elle haussa légèrement les sourcils. « Tu en es sûr ?» Il hocha la tête. « Oui, parce que pour moi, ça ne l'était pas. » Un silence tomba entre eux. Anaïs finit par soupirer et s'adossa à la table derrière elle. « Je ne sais pas, Marc. C'est compliqué. » Il fit un pas vers elle. « Pourquoi ?» Elle le regarda, visiblement troublée, « Parce que je ne veux pas que ce qu'on construit ici soit mis en danger. » Elle fit un geste vague autour d'elle. « Ce restaurant, c'est plus qu'un simple projet, c'est un rêve, et je ne veux pas qu'un problème personnel vienne tout gâcher. » Marc observa son expression sérieuse, pesant ses mots, puis il répondit d'une voix calme. « Et si ça ne gâchait rien du tout? Et si, au contraire, ça rendait tout encore plus fort ?» Anaïs baissa les yeux, mordillant inconsciemment sa lèvre inférieure. Il s'approcha encore, jusqu'à ce qu'il soit assez près pour qu'elle sente sa présence. « En as-tu peur de quoi, Anaïs ?» demanda-t-il doucement. Elle releva la tête et plongea son regard dans le sien. « De toi ?» Marc sentit son cœur se serrer. « Pourquoi ?» Elle inspira profondément avant de répondre. « Parce que je t'ai vu être quelqu'un d'autre, Marc. Je t'ai vu être arrogant, cruel, égoïste. Et même si je sais que tu as changé, une partie de moi a encore peur que tu redeviens cet homme un jour. » Marc encaissa le coup. Elle ne mâchait jamais ses mots. Et c'était précisément ce qu'il aimait chez elle. Il hocha lentement la tête. « Je comprends. » Un silence s'installa, puis il ajouta. Plus doucement, « Mais Anaïs, si quelqu'un m'a changé, c'est toi. » Elle écarquilla légèrement les yeux, comme si elle ne s'attendait pas à ça. « Depuis que je suis arrivée ici, tu m'as poussée à devenir quelqu'un de meilleur. Tu as exigé plus de moi. Et moi, je ne veux pas redevenir celui que j'étais avant. » Il lui prit doucement la main. « Parce que maintenant, j'ai quelque chose à perdre. » Anaïs resta silencieuse un instant, fixant leurs mains jointes, puis, lentement, elle serra ses doigts autour des siens. Elle releva les yeux vers lui et murmura « Alors ne me déçois pas. » Marc sentit un sourire étirer ses lèvres. « Jamais !» Et cette fois, c'est elle qui l'embrassa la première. Les jours suivants furent un mélange d'intensité et de douceur. Le restaurant continuait d'attirer du monde. Chaque soir affichant complet, Marc et Anaïs travaillaient ensemble avec une fluidité parfaite, mais quelque chose avait changé entre eux. Un regard plus appuyé, une main effleurée au passage, un sourire échangé dans un moment de calme, et, lorsqu'ils étaient seuls, plus de retenue, ils prenaient le temps d'apprendre à se connaître autrement, sans précipitation, comme si tout s'était naturellement imbriqué, et pour la première fois depuis des années, Marc se sentait heureux. Un soir, alors qu'ils fermèrent le restaurant après un service chargé, Anaïs s'arrêta devant la porte, contemplant l'enseigne illuminée. Marc, debout à côté d'elle, suivit son regard. « Tu penses à quoi ?» demanda-t-il. Elle soupira doucement. « À mon père ?» Elle tourna la tête vers lui et sourit. Il aurait adoré voir ça. Marc lui prit doucement la main.
Il serait fier de toi. Elle pressa ses doigts contre les siens. Et toi, Marc, tu es fier de toi. Il réfléchit un instant avant de répondre. Ouais, pour la première fois depuis longtemps. Ou peut-être même pour la première fois tout court. Anaïs sourit et posa sa tête contre son épaule. Ils restèrent là, dans la nuit parisienne, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit de plus, parce qu'ils savaient que leur combat n'avait pas été vain, ils savaient que leur histoire n'était pas terminée, et surtout, ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils avanceraient ensemble.